C'est laquelle, la Molière? Arrête les blagues. Si tu es en train de te dire, comme Benoît, que ma blague est débile, je me casse. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode des Gaulois de la Seine. Ce mois-ci, nous vous parlons de Molière, ou plus communément Jean-Baptiste Poquelin. Tu te rappelles certainement de Molière, ou tu le connais même très bien, et de ce prof de français passionné qui essayait de rendre la chose goûtue et passionnante, mais qui, faute de savoir-faire, t'a probablement plus dégoûté qu'autre chose. Que diable allait-il faire dans cette galère? Oh! Qui a fait ça? Jérémy. Mais tu écoutes maintenant. Écoute et apprends. En fait, tout ça, c'était comique, mais tu sais plus trop qui quoi qu'est-ce. Wesh, d'ailleurs, pourquoi mon prof, il parle bizarre, là, comme ça? On va tout expliquer, et tu pourras bientôt crâner devant un verre. Alors, avant toute chose, Molière, c'est qui? Un peu d'histoire. Nous sommes à Paris en 1622. C'est la guerre de 30 ans. Une guerre bien complexe qui prend source dans les conflits entre catholiques et protestants et qui s'étend dans presque toute l'Europe. Cette guerre s'étend aussi politiquement entre les grandes puissances de l'époque. Les conséquences en sont désastreuses. La démographie des différents États est gravement atteinte, et l'Europe doit faire face à plusieurs millions de morts, sachant qu'à l'époque, la densité de population était bien moindre que maintenant. Les citoyens, naturellement, en ressortent horrifiés. Au niveau politique, à la fin de la guerre, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les puissances de l'époque. La France s'en tire plutôt pas mal, puisqu'elle est la grande gagnante de ce conflit. Sa puissance se renforce, et elle gagne en superficie. On entre dans ses heures de gloire. En 1622, quand Molière naît, c'est Louis XIII qui est le roi, et son cardinal Premier ministre Richelieu tient la France d'une main de fer. Pour te situer un peu visuellement, le célèbre roman Les Trois Mousquetaires, qui est fictionnel et a été écrit en 1844, se déroulerait quand Molière était un petit garçon. Lorsque la guerre de 30 ans est terminée en 1648, on n'est pas très content d'avoir perdu son père, sa mère, sa sœur, ses 3 frères, son oncle, sa tante, ses voisins, son cousin, son meilleur pote, pas sa grande tante Irène qui elle est toujours là, son porc et son canard. On en a marre de crever la dalle. Et en plus, merci à Richelieu et Louis XIII, maintenant le pouvoir royal est renforcé et on nous rappelle tout le temps que c'est lui qui décide. Louis XIII et Richelieu sont morts entre-temps, laissant sur le trône un héritier âgé de 5 ans. Et ça commence un peu à nous saouler tout ça. Et les plus riches, eux, sont surtout saoulés que le roi se garde le pouvoir pour lui tout seul. Alors on décide de foutre la merde. Et on se révolte. C'est la Fronde. Cet épisode, qui va échouer, va grandement marquer le roi Louis XIV, qui est très jeune à l'époque, et ça ne fera que renforcer son assise sur le pouvoir, puisqu'il dira plus tard cette phrase très célèbre, qu'Emmanuel Macron n'ose pas dire, « Le roi, c'est moi ». Suite à ça, le règne du grand roi commence avec le faste et le rayonnement qu'on connaît aujourd'hui, mais encore moins de patates dans les assiettes, et une colère qui reste latente. Voilà, vous savez tout. Au revoir. Et Pauline? Et Molière? On en parle? Eh oui, Molière. Il grandit donc dans une France assez agitée, mais de plus en plus puissante, et il est certain qu'il participe brillamment à la gloire de ce long siècle qu'était le XVIIe. Mais revenons à ses débuts. Jean-Baptiste Poquelin naît au mois de janvier 1622. Au début, il s'appelait Jean, mais après, il a eu un petit frère, et on l'a aussi appelé Jean. Tu vas t'appeler Jean-Baptiste maintenant, parce qu'on a donné ton nom à ton petit frère. T'arrêtes de pleurer, hein, sinon je m'attaque sur ta tête. C'est un prénom qu'ils aimaient bien. C'était aussi le nom de son père. Et de son grand-père. Ça devait être sympa à la maison. Jean? Oui? Mais non, pas vous! Oh, Jean. Il naît rue Saint-Honoré, en plein cœur du quartier parisien des Halles, qui déjà à l'époque est un quartier commercial vivant et agité. Son père est d'ailleurs un marchand prospère.
tapissier ordinaire de la maison du roi. Je vous lis ce que je trouve sur la chose. Il y avait 8 tapissiers ordinaires qui servaient 2 par 2 à un trimestre par an. La fonction est plus honorifique que lucrative. Sans anoblir, elle permet de prendre le titre d'écuyer. Mais un tapissier du roi doit être un habile homme d'affaires, disposant d'une bonne trésorerie et d'un solide crédit. Enfin, en gros, c'était des bourgeois, quoi. Il ne devait pas manquer de patates. En juin 1643, soit un mois après la mort de Louis XIII, le nouveau roi Louis XIV a alors 5 ans, Molière constitue une troupe bien connue avec quelques amis, l'Illustre Théâtre. Il est clair dans les termes de ce contrat qu'il a pour désir de devenir tragédien. Toi aussi, t'as peut-être déjà dit à tes parents que tu voulais devenir comédien. Maman, je veux être un acteur. T'arrêtes de dire des conneries maintenant, hein? Tu feras un vrai travail! Fainéant, va! À l'époque, c'était pas spécialement plus facile à vivre. Même si Louis XIII avait levé l'infamie qui pesait sur les comédiens, l'Église continuait quand même à pas trop les aimer. Et Molière ne recevra d'ailleurs pas les derniers sacrements lors de son décès. Néanmoins, depuis la Renaissance, les arts du spectacle recouvrent de plus en plus de prestige et leur audience est très enthousiaste. Les cours et les nobles reçoivent et protègent les artistes. Molière naît dans ce foisonnement, dans cet engouement pour les arts, les sciences, la philosophie. Et son amitié avec le roi Louis XIV ne fera qu'affirmer le caractère brillant des arts de l'époque. C'est le cas de le dire pour un roi qui se fait appeler le roi Soleil. C'est un vrai renouveau intellectuel qui est en marche et qui annonce bientôt le siècle des Lumières. Si le siècle des Lumières vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et on se fera un plaisir de vous en parler dans de prochaines vidéos. Donc Molière crée sa petite troupe, et avec son père, ça va. Il s'installe dans un ancien théâtre et le réaménage. En attendant que les travaux soient finis, ils partent pour quelques semaines à Rouen pour s'y produire dans une foire. À l'époque, Pierre Corneille vit là-bas. L'Illustre Théâtre vient ensuite à Paris, et les recettes ne sont pas fameuses. Ils accumulent les dettes. Moins de 2 ans plus tard, ne pouvant pas rembourser ses créanciers, Molière sera jeté en prison. On vous l'avait dit de pas être comédien. Son papa arrange l'affaire et Molière sort rapidement. Alors Molière et une partie de sa troupe s'en vont. C'est un voyage à travers la France qui commence et qui durera 13 ans. En province, Molière est confronté à un public beaucoup plus hétéroclite qu'à Paris. Il apprend le métier et très lentement il se tourne vers la comédie, où il excelle, et se détourne des tragédies, où il n'excelle pas du tout. La troupe sera assez vite sous la protection du prince de Conti, puis en 1657 sous celle de Philippe d'Orléans, le frère de Louis XIV. Oui, parce que le premier est soudainement devenu dévot et s'est mis à détester cordialement le théâtre. Et les comédiens. Monseigneur, la farce que vous avez demandée est prête. Dégage d'ici, hérétique, catin! À cette époque-là, Louis XIV a 20 ans, son frère 18, Molière 36. Ils sont frivoles, insouciants, ils aiment les fêtes, les divertissements, les bals, les arts et le théâtre. Le talent comique de Molière fait parler de lui, et c'est comme ça que Philippe d'Orléans devient son protecteur. Ils le veulent à la cour. Le 24 octobre 1658, Molière joue à la cour pour la première fois. La farce qu'il donne a tellement de succès qu'il est directement installé au Petit Bourbon. Non, ce n'est pas du whisky, c'est un théâtre. Molière y produit d'abord des tragédies, mais personne n'accroche. Il relance alors les comédies qu'il jouait lorsqu'il traversait la France. C'est le triomphe. C'était très bien. Au Petit Bourbon, il crée la célèbre pièce Les Précieuses Ridicules. Molière est désormais un incontournable. Mais il se fait déjà des ennemis auprès des figures dont il se moque. En l'occurrence, il arrive un matin et le théâtre est en train d'être démonté. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme personne n'a pensé à prévenir Louis XIV de cette audace, et que le roi n'aime pas trop qu'on décide à sa place, il place Molière dans un autre théâtre, le Palais Royal, où Molière restera 12 ans jusqu'à son décès en 1673. Qui plus est, il habitera juste à côté. Ici. Oui, là. Durant les 12 années qui suivent, Molière est à son âge d'or. L'école des maris, l'école des femmes, le misanthrope, les fourberies de Scapin, Don Juan, le médecin malgré lui, l'avare pour ne citer qu'elle, autant de succès qu'écrit et joue Molière. C'est en tout plus d'une trentaine de pièces qui sont parvenues jusqu'à nous, et qui sont aujourd'hui encore des grands classiques. Une des particularités de Molière, c'est qu'à l'instar de Shakespeare, dont nous vous parlerons dans un autre vlog,
il était comédien. L'expérience de scène, de jeu, du plateau, du public, du comique donne une puissance inégalée à ses comédies. Elles sont concrètes, franches, directes, physiques. Même lorsqu'il écrit en vers, la rythmique et le vocabulaire sont organiques, ce qui permet aux acteurs d'être des plus réalistes. Ses œuvres restent intemporelles et d'une justesse bouleversante. Son œuvre était percutante dès sa création, et il n'a jamais cessé de tourner en dérision les mœurs ridicules qui lui étaient contemporaines, et que nous connaissons toujours. Sans doute le contexte de son siècle lui permettait-il, et son amitié avec Louis XIV rendait timides les actions à son encontre. Néanmoins, Molière avait beaucoup d'ennemis, les dévots par exemple. Même Louis XIV, son fidèle ami et parrain d'un de ses fils, qui, en prenant de l'âge, deviendra plus pieux, fera censurer le Tartuffe. Racine, son ami, fera un coup dans le dos à Molière en annulant une collaboration avec lui. Molière ne lui pardonnera jamais. Amer de tous ses revers, Molière écrira le Misanthrope, que vous retrouverez dans une autre vidéo. La censure du Tartuffe est finalement levée, mais le clergé menace d'excommunier tous les membres de la troupe qui joueraient le texte, les spectateurs et les lecteurs de la pièce. C'est pas rigolo. Le roi l'autorisera quand même. C'est un triomphe. Mais Molière est usé. Imaginez, c'est une cabale incessante qui se pose à lui, qui essaie de le faire couler, qui essaie de le punir pour ses propos qui sont pleins d'audace et de finesse. Et puis il faut pas se méprendre. Il est ami avec le roi. Et les jeux de la cour sont pleins de jalousie, les courtisans sont cruels, et les places sont chères. C'est un repère de loup, un panier de crabes. Molière est un privilégié là-dedans, et il fait l'objet d'attaques de poigne. En 1673, malgré de nouveaux succès avec le bourgeois gentilhomme et les femmes savantes, les décès de sa famille, de ses enfants, de ses amis, les attaques incessantes, des soucis de santé, éprouvent Molière. Il souffre probablement de la tuberculose. Épuisé, il insiste quand même pour représenter le malade imaginaire. Quel comble! Lors de la 4e représentation, il s'écroule à la fin du spectacle et meurt dans la soirée. Certains diront pour la légende qu'il est mort sur scène. La figure de Molière est absolument fascinante. Son génie a peu d'égal, et ses pièces sont incroyablement riches, vivantes et actuelles. Je vous avais dit qu'on reviendrait sur le passage du jeune Molière à Rouen, où vivait Pierre Corneille. Certaines gens n'aiment pas le génie, et au début du XXe siècle, on commence à émettre des doutes sur la paternité de Molière vis-à-vis de certaines de ses œuvres. Ces théories un peu sensationnalistes sont jugées peu réalistes par les spécialistes de Corneille et Molière, mais la question se repose souvent. Pour y répondre, je suis allée rencontrer quelques metteurs en scène et je leur ai demandé leur avis. Bon, c'est l'affaire donc de Pierre Louis, qui est le premier à parler de ça, et a dit effectivement que Molière n'était pas l'auteur de ses œuvres. Au départ, c'était un peu considéré comme une blague. Mais par la suite, alors, d'autres auteurs et nos contemporains se sont posé la même question. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses troublantes. On nous raconte une histoire de la vie de Molière, comme on nous raconte Candide du Roart ou des belles histoires, évidemment. Hein. On nous montre surtout le pauvre errant part dans la campagne, etc., avec ses chars à bœufs, ses comédiens avec leurs enfants, etc. Alors on nous raconte qu'il souffrait, etc. Pas lui. C'est faux. C'est faux, comme beaucoup de choses d'ailleurs. C'est faux qu'il a écrit toutes ces pièces magnifiques. Hein. Il est clair que le Misanthrope, le Tartuffe, tout ça, je ne dis pas tout, mais en tout cas en grande partie aidé par Pierre Corneille. C'est Pierre Corneille qui a écrit ça, évidemment. Il y a eu des études aujourd'hui extrêmement spécialisées, par des graphologues, des spécialistes, qui trouvent des choses tout à fait étranges, notamment un langage, par exemple, il y a des langages, tout le monde a son langage, tout le monde a ses mots. Corneille avait utilisé parfois des mots ou des déformations qui étaient typiques de sa ville natale, Rouen. Typique de Rouen. Or, il est curieux que l'on retrouve dans certaines œuvres de Molière des moments où on parle rouennais, c'est très curieux. Alors évidemment, il y a toujours une réponse possible. Ah oui, mais il a tellement connu de cités, il a tellement voyagé que Molière qu'il connaissait tous les patois. Pas tous les patois, hein.
pas tous les patois. Et puis il y a des vers entiers qui sont pris. Hein. Par exemple, si on prend Sertorius, il y a « Je suis le maître, je parle, allez, obéissez ». C'est dans Sertorius. Vous prenez l'école des femmes, on voit Arnulf qui dit « Je suis le maître, je parle, allez, obéissez ». Bon, il le dit en comédie, mais c'est bien les mêmes vers. Hein. Ceci dit, au départ, je me suis révolté. J'ai dit c'est faux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Molière, bon, c'est Corneille, Molière et Molière, bon voilà. Et puis j'ai un ami qui m'a dit il faudrait que tu lises le livre de Christine de Goyer. Et je l'ai lu. Et j'ai été troublé. Alors j'ai demandé à le voir, ce monsieur qui avait écrit avec elle le livre. Il m'a reçu. Et à ce moment-là, j'étais presque convaincu que c'était Corneille. Et après une discussion avec lui, je suis sorti en me disant c'est Molière. Et puis les années ont passé, et puis j'ai un de mes amis qui m'a dit moi je crois que c'est Corneille. Parce qu'il a découvert d'autres livres et d'autres recherches qui ont été plus récentes, alors de ces toutes dernières années, qui vont dans l'autre sens. Alors j'ai relu certains livres et je suis maintenant plutôt cornélien. Voilà. Alors donc c'est une vieille querelle, donc comme je l'ai dit un peu plus tôt, Psyché a été coécrit, mais avoué comme coécrit par Molière et Corneille. Je ne pense pas qu'on puisse dire que les grandes œuvres, celles auxquelles on pense en général, c'est-à-dire les grandes comédies en vers, aient été écrites par Corneille, d'abord pour des raisons stylistiques. Je trouve que ces comédies ne ressemblent pas du tout à ce que Corneille a produit comme comédie, ça ne ressemble absolument pas à ça. Il y a aussi la très grande intrication chez Molière de la vie privée et de l'œuvre. Donc je pense qu'il y a derrière tout ça une stupeur, en fait, d'intellectuels, voire même d'aristocrates, on va dire, sur le fait qu'un homme qui n'est pas du sérail, tout d'un coup, était capable d'écrire ça. Voilà, je crois que c'est ça qui choque. Il y a aussi le fait, c'est que c'était un praticien de théâtre, d'abord un praticien de théâtre. C'est un acteur et un metteur en scène, c'est son premier métier. Et on a toujours tendance à penser qu'un acteur ne peut pas non plus écrire le misanthrope. Ce qui est évidemment, probablement, un argument inversé. On sait que Molière était asthmatique, qu'il avait un problème de poumon, qui toussait énormément. C'est évidemment lui qui écrit à Frosine cette réplique à l'avare qu'il joue lui-même « Vous avez mille grâces à tousser ». Ça me paraît assez évident. Je pense que toutes ces choses-là que Molière se sert à lui-même ne sont, au fond, que l'indice d'une singularité, d'une personnalité d'écriture. Donc je pense que ça témoigne au fond d'une forme de mépris de classe. En fait, je pense que vraiment, l'œuvre de Molière a ceci de particulier, qu'elle est en avance sur son temps d'un certain point de vue, et qu'elle est en outre liée à la pratique théâtrale. Donc c'est très clair, Molière écrivait pour une troupe, enfin, je veux dire, tout ça va dans le même sens. Donc Molière est un tout, en fait, et je pense que... Voilà, je pense qu'il est inimitable. Alors, qu'en pensez-vous? Si vous avez envie de creuser la question par vous-même, on vous partagera volontiers des tas de références qui vous permettront de vous faire votre propre avis. Mais ce que nous vous conseillons plutôt, c'est de vous plonger dans ces pièces et de découvrir ou de redécouvrir l'œuvre formidable de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Merci d'avoir regardé notre vidéo, j'espère que le sujet vous a plu. Si c'est le cas, ça nous ferait super plaisir que vous mettiez un petit like en dessous de la vidéo, et puis donnez-nous vos feedbacks. Hé, t'as pas dit pourquoi on parle bizarre là? Pas de panique, Julien vous explique tout ça dans notre prochain vlog. A bientôt sur les Gaulois de la Seine. S'il était philosophe, il serait presque devenu une dent de sagesse. Son porc et son canard. Et toi? T'arrêtes de dire des conneries maintenant! Feniova! Feniova! Bien, bien, là. Bien. Ça sent le vécu, ça. Putain, je peux la charger plus encore. Feniova! Je vais être rétracteur.
Moi, je vais être... Ah là là là, how difficult can it be? Just write it down. Jean Racine. Putain, Jean Racine. C'est un repère de loup. Un panier de crabes.